Disclaimer, ce podcast a été enregistré le 26 janvier dernier et ne sort que maintenant car il y avait d'autres projets de vidéos que je prévoyais de sortir bien avant. Donc mieux vaut plus tard que jamais, j'ai envie de dire. L'inspiration me vient de la chaîne Les Couloirs du Catch qui ont parlé des mid-carders pendant le règne de terreur de Triple H. Du coup, n'hésitez pas à voir leur chaîne, c'est très intéressant. Du coup, je me sers de ça pour parler de la génération Catch Attack dans laquelle j'ai commencé le catch et grandi avec. Sur ce, bonne écoute. Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Enigmatic Asylum. Et pour le coup, ça sera un hors-série parce que ça ne sera pas un sujet comme un autre, justement parce que c'est lié à la génération Catch Attack. Et on va parler globalement de la mid-card de cette époque. Et pour cela, je serai accompagné de Pépé Foot. Comment ça va, Pépé Foot ? Bonjour, bonsoir à tous, amis catcheux, catchix, comme tu le dis si bien. Ça va très bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Et comme d'hab, je suis toujours chaud. Super. Du coup, comme vous pouvez l'entendre, dans une boîte, il y a plein de noms issus de la génération Catch Attack. Et je compte la période 2008-2012, donc période où on était plus actif pendant cette ère. Bon, j'ai un peu tiré un ou deux noms de 2013, mais ça s'arrête là. Et d'ailleurs, on ne va pas parler de tous les mid-carders exactement, puisque déjà, on va parler des mid-carders qui sont inconnus au bataillon, enfin dont on ne parle pas trop. Et pas ceux dont on parlait pendant le prime de Catch Attack, donc Rey Mysterio, il n'est clairement pas dedans, c'est un exemple. On va en parler justement, on va faire les tirages au sort pendant la prochaine heure. Du coup, on va pas tous les faire, les noms, du coup. Donc voilà, c'est juste quelques... on va faire surtout ceux dont on n'a pas trop entendu parler, ceux qui sont pas non plus devenus des légendes comme Rey Mysterio, comme tu l'as dit. Voilà, ceux qui vont pas forcément finir dans le Hall of Fame. Voilà, ce type de catch. Voilà. Et du coup, je vais d'abord commencer par faire une petite introduction, parce que nous vivons quand même dans une génération de fans qui ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, je m'explique. En fait, lorsque un de leurs catcheurs préférés n'est pas, par exemple, main eventer, après, c'est certain, pas tous, n'est pas main eventer ou champion du monde, ils considèrent que c'est un échec. Alors que mid-carder en soi, c'est pas un mal, quoi. Surtout que la mid-card, c'est le centre de ton show. C'est ça qui fait vivre le show, en fait. C'est genre les main eventers, c'est les mecs qu'on attend à la toute fin, où on est excité, mais pour encourager les gens à rester, il faut une mid-card solide. T'es bien d'accord avec moi, Pépé Foot ? Non, la mid-card, c'est très très important, oui, bien sûr. Souvent, oui, on voit des fans qui gueulent parce que leur catcheur préféré est bloqué dans la mid-card, mais peut-être même que la mid-card, c'est ce qu'il lui faut. Peut-être même que la mid-card, il s'en sort pas si mal. C'est vrai qu'il y a cette manière un peu péjorative de voir la mid-card, et moi aussi, je pareil que toi, je suis assez fan de certains catcheurs mid-carders. Et chacun sa place en fait, voilà. On ne peut pas avoir tout le monde dans le main event, il faut des bons mid-carders pour avoir un bon main event. Et c'est exactement ça, tout le monde ne peut pas être au sommet et franchement les mid-carders, c'est clairement le truc qui fait vivre le show et même la plupart de nos catcheurs préférés ce sont des mid-carders dans la majorité. Et les main eventers dans une ère en soi, ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, des main eventers, normalement il est censé en avoir que quelques-uns, ceux qui sont souvent en haut, après quelques échanges entre les mid-carders, upper mid-carders comme on dit, qui peuvent parfois aller titiller un peu le main event, mais normalement on sait qu'ils sont dans le main event, on sait qu'ils sont dans la mid-card, et moi ça me dérange pas que ça soit comme ça en fait. Surtout que la majorité des gros main eventers, des légendes qu'on a connues, ils ont commencé en mid-card, quoi. Donc, ils sont pas devenus main eventers du jour au lendemain. Et puis même souvent, ça marche pas quand ils le font. Quelquefois, c'est ce qu'il faut faire et ils le font bien.
c'est-à-dire propulser un jeune catcheur direct dans le main event. Mais parfois, quand ils le font, ça marche pas et ils reviennent en arrière en le remettant dans la mid-card pour le repropulser ensuite dans le main event. Donc, parfois, c'est vrai que c'est on va dire, un schéma un peu logique de passer par la mid-card pour aller atteindre les sommets derrière. C'est exactement ça. Bon, ben, sans plus attendre, je vais tirer le premier nom. Et je précise bien, tu as donné tes impressions sur le catcheur pendant la période catch attack. Justement, maintenant, si tu as 2-3 mots à dire par rapport à aujourd'hui, ben, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, prioriser tes impressions pendant cette époque-là. Ok. Alors, premier nom. Allez, on va commencer par une surprise. Allez, un nom WTF. Qu'est-ce que tu penses de Theodore Long? Theodore Long. Oh, mais attends, on va le considérer comme un catcheur mid-card. Bon, il y a des noms insolites, il y aura des généraux managers, des commentateurs ou des arbitres, donc prépare-toi bien. Il a quand même fait partie de la mid-card, donc voilà. Alors, Theodore Long, Teddy Long, pendant la génération Catch Attack, oh, c'est ce général manager où je sais pas s'il a commencé en tant que juste manager. Si, il était manager au début. Ouais. En tout cas, pendant la période Catch Attack, c'était ce général manager de SmackDown qui te foutait face à l'Undertaker. Voilà. On le sait. Moi, je l'aimais beaucoup. Je trouve que c'était un bon general manager qui avait beaucoup de personnalité, sa danse, ses catchphrases, ses mimiques et tout. C'était un bon general manager une fois de plus. Il y en a eu hein, des general managers au fil des années, mais ils ne nous ont pas tous forcément marqués. Et lui, je pense que justement, il fait partie de ces general managers de SmackDown notamment qui nous ont vraiment marqués. Avec justement ces fameuses phrases je vais te mettre contre The Undertaker. Donc moi j'aimais beaucoup. Toi tu penses quoi de lui pendant cette période? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est un général manager très marquant pendant la période Catch Attack, et c'était un général manager face mais qui arrivait quand même à être neutre en fait. Donc il y avait un certain ordre par rapport au storyline, et c'était bien. Et c'était aussi un spécialiste des matchs un peu tag team crossover. Tu as oublié ce détail là aussi. C'était bien également, et c'est un peu un truc qui manque aujourd'hui. Mais sinon, Teddy Long, ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs généraux managers de l'histoire du catch, hein. Et franchement, il a fallu attendre que Nick Aldis arrive pour avoir ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que depuis lui, à SmackDown, bon, on en a eu quelques-uns. On a eu Shane McMahon, on a eu Daniel Bryan. Je me demande si on n'a même pas eu Page pendant un moment. Ouais, Page aussi, oui. Ouais, donc on en a eu quelques-uns, hein, mais aucun qui a été autant marquant que Teddy Long, aussi bon dans le rôle, aussi comique, depuis Nick Aldis, qui est aussi vraiment très très bon dans ce rôle. Ah oui, clairement. Allez, nom suivant. Roulement de tambour. Allez, Chris Masters. Chris Masters. Waouh. Alors Chris Masters, c'est ce mec que moi j'aimais détester, que je voyais comme à l'époque hein, de la période Catch Attack, que je voyais comme un futur gros catcheur, parce qu'il avait vraiment un physique très très impressionnant. Et je me souviens de ses débuts quand il y avait le Master Lock Challenge et que il y avait pas grand monde qui arrivait à se sortir de son Master Lock, qui est une full Nelson, qui est devenu le Hurt Lock aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, personne s'était dégagé à l'époque, hein. Personne s'était dégagé. Je me souviens pas mal de catcheurs qui avaient essayé, qui avaient tenté le coup. Et c'est dommage que ensuite ça n'ait rien donné avec ce catcheur-là. Il n'a pas eu de grosses rivalités qui lui ont permis de s'établir. Après, je sais, mes souvenirs me permettent pas
avec précision de dire s'il avait vraiment du talent, s'il avait vraiment un truc en plus. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est un physique qui captive. C'est une gimmick avec sa prise de soumission qui te captive aussi. Donc pour moi, il y avait peut-être quelque chose à faire avec lui, peut-être. Mais ils sont jamais... ils ont jamais tenté le coup. Je sais pas si toi tu te souviens de la WWE qui tente vraiment quelque chose avec Chris Master et il délivre pas ensuite. Je sais pas. Ben après, il faut. Vas-y, termine. J'ai vraiment l'impression que c'est ce catcheur qui aurait pu, qui avait tout pour. Il avait le physique, il avait l'entrée, je me souviens, il avait les feux d'artifice là, comme un dieu grec qui posait et tout. Franchement, il avait tout pour être un catcheur intéressant. Et au final, il a totalement flop, quoi. Ouais. Ben, après mes premiers souvenirs de Chris Masters, le mec était pratiquement sur la fin. Hein. Les deux souvenirs que j'ai, c'était à l'époque des guest hosts, où Chris Masters est source de mème, en mode American Got Talent, il fait les tambours avec ses pecs, voilà. Ça sert de mec maintenant pour justifier que la génération Catch Attack c'est nul. Bon, on va comprendre. Et un Master Lock Challenge où il a fait subir le Master Lock à Santino Marella. Donc ça, c'est les seuls souvenirs que j'ai de lui. Sinon, est-ce qu'il y avait un truc à faire un peu plus le développer en mid-card, je dirais. Hein. Je pense qu'au début, après peut-être que toi, tes souvenirs de lui, c'est vraiment sur la fin, peut-être sur le moment où il était un petit peu... Moi, je me rappelle qu'au début, je me disais, lui, ça va être quelque chose, non ? Lui, au début, vraiment, comment il était présenté. Après, c'est vrai que la WWE fait souvent ça. Au début, quand ils ont un catcheur, ils le présentent bien, ils le montrent bien, et après, derrière, ça suit pas. Mais, après, il a réussi nulle part ailleurs. Donc, est-ce que vraiment, il avait quelque chose ? Je pense pas non plus. Et dans le catch, il était assez limité, mais c'est un peu cohérent par rapport à son physique. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être... le développer un peu plus en mid-card en tant que mec important de la mid-card, je sais pas, mais en soi, ça ne me choque pas qu'il ait échoué. Ouais, non, ça me choque pas non plus. Hein. Il y en a plein comme lui qui avaient le physique, qui avaient l'apparence, et qui ont pas... Ça fait pas tout, voilà. C'est ça. Allez, next. Alors, parle-nous un peu de Tyler Rex. Tyler Rex. C'est qui ce C'est qui Tyler Rex, s'il te plaît? Attends, je vais me faire une recherche là. Pour me rappeler de qui c'est. Honnêtement. T'inquiète, quand tu vas avoir le résultat de la recherche, tu vas être choqué. C'est un mec, baraqué, loxé, qui avait. Les Américains. Hein? Attends. Tyler Rex WWE. Voilà. Ah, je t'avais dit que tu serais choqué. Qu'est-ce que tu as vu en premier? Gabi Tuft. Mais c'est quoi ce délire? Attends. Non, mais c'est le plus gros fait de sa carrière, en fait. C'est Madame Tyler Rex aujourd'hui. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était une mauvaise recherche. Non, t'inquiète pas. Donc, ok. Ah, d'accord. Donc, Tyler Rex a transité, voilà. Ok. Bah écoute, j'ai absolument rien à dire sur lui parce que je me souvenais absolument pas de ce gars. En voyant sa photo, oui, maintenant je me souviens l'avoir déjà vu à l'écran. Mais est-ce que qui il était, qu'est-ce qu'il faisait franchement, aucune idée. Non, mais il n'y a absolument rien à dire, hein, il n'a rien fait, hein, c'était un jobber parmi tant d'autres. Bon, on a voulu le présenter balèze à la ECW en main roster, c'était un jobber. Je sais juste qu'il y a eu des embrouilles avec Cena par rapport à son finisher, parce que bon, son finisher c'était un peu le KOD de Bianca Belair, quoi. Alors c'était une attitude adjustment inversée, mais c'est tout, hein. Sinon, dans sa carrière, il n'y a rien de notable, clairement. Bah, à part le fait qu'il ait changé de sexe. Et du coup, il catch toujours en tant que femme ou... Non, pas du tout. Il a arrêté de catcher? Ouais. Ok, bah écoute, Tyler Rex, si tu es heureux maintenant dans ta nouvelle apparence, dans ton... Voilà, force à toi, courage, et à bientôt peut-être, ou peut-être pas.
C'est tout ce que je trouve à dire parce que Sniper est vraiment. Je sais pas qui c'est, quoi. Voilà. Non, mais t'inquiète, c'est normal. Oula, il y a encore un autre beau nom là. Vance Archer. Qui? Vance Archer. Lance Archer. Lance Archer. Lance. Il a été à la WWE, ce gars? Oui, il était, oui. Mais non. Mais attends, tu parles de Lance Archer de la WWE? De la AEW? Oui, c'est lui. Ah bah écoute, je me souviens pas du tout de sa période WWE. Attends, je vais regarder à quoi ça ressemblait. Sérieux? Il a été à la WWE? Et toi, ça te dit quoi? Ben, il n'a rien fait non plus, hein, je te rassure. Il a été à l'écran, au moins? Oui. Non. Bon, il a été à l'écran, oui, mais à la ECW, quoi. Bah écoute, je vais rien dire sur lui parce que franchement, je savais même pas qu'il avait été à la WWE. Allez, bon ben, y a rien d'autre à dire, donc on va passer au suivant. Attends, il y a tous les noms de l'enfer qui ressortent, que je tire. Vas-y, dis-moi, qui? Joey Mercury. Oh putain, mais j'ai rien à dire sur ce mec aussi. Bon, à part qu'il a été quand même, en tag team avec Johnny Nitro, a.k.a. John Morrison, a.k.a. Johnny Mondo, a.k.a. Johnny Impact, a.k.a. Johnny Silver. Bref. L'ancien partenaire par équipe c'est tout ce dont je me souviens de lui, quoi. La période où il était c'était quoi l'équipe? Les M&M. Les M&M, voilà. Avec Mélina aussi. La catcheuse. Mélina. Voilà. Avec Mélina. C'est tout ce dont je me souviens de lui. Et toi? Ben, ça me fait beaucoup de peine que tu dis ça. Hein. Je pensais que tu allais me sortir la Straight Edge Society parce qu'il en a fait partie quand même. Il en a fait partie. Au début? Oui. Au début, oui. Enfin, au début, non, au milieu de la Straight Edge Society plutôt. Il est venu juste après. Ah bah écoute, c'est vraiment, ça m'a pas marqué. Et bon, juste après, c'était un peu la fin du clan. Hein. Je pense même qu'à l'époque, je n'ai même pas fait le rapprochement entre les deux. Enfin, les deux, c'est la même personne, mais je crois que je pensais même pas que c'était lui. Bon, après, Génération Catch Attack, j'avais quoi, 12 ans, hein, ok. J'avais même pas fait le rapprochement que c'était lui qui était en équipe avec John Morrison à l'époque, je pense. Donc non, zéro souvenir de ce catcheur malheureusement. Ouais, après c'est pas choquant. Hein. Ensuite, juste après, il a fait partie de la sécurité de Seth Rollins, mais c'est tout. Oh putain, les calls de mort qu'il a eu. Les J&J Security. Avec un autre mec, je vais voir si je peux tirer son nom. Ah, ça sera pas lui. Mais il y a quand même enfin un nom où tu auras des choses à dire. Enfin, okay. J'espère. Parle-nous un peu de monsieur Vladimir Kozlov. Vladimir Kozlov, en fait, moi, les souvenirs que j'ai de lui, c'est en fait même pas un mid-carder, en fait. Les souvenirs que j'ai de lui. Après, je sais qu'à ses débuts, comme d'hab, ils sont toujours présentés très fort, machin, mais je veux vraiment parler de ce que je... Il a battu Undertaker, voilà. Voilà, au début, très fort, machin. Voilà, tu parles Undertaker, on pense qu'ils vont le propulser dans le main event, etc. Et puis, en fait, moi, je me rappelle d'un jobber, en fait. Un jobber... avec un slip rouge un peu trop grand pour lui et c'est tout, quoi. C'est tout, franchement. Il a rien fait de notable qui était marquant. Pourtant, une fois de plus, hein, au début ils nous ont fait croire que, mais non, c'est ça. Donc voilà, rien de particulier. Il a rien fait de spécial, hein, Kozlov, hein. Et puis je crois que derrière il fait rien non plus. Ouais, c'est ça. Vladimir Kozlov, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Je sais juste, c'était, voilà, le russe énervé, voilà, etc. On emmerde l'Amérique. Il a fait partie d'un clan avec William Regal et Ezekiel Jackson. J'ai plus le nom du clan, mais c'était à la ECW.
Juste Eshiro appelait ce clan les chevaliers de la table ronde. Mais j'ai plus le nom original en fait. Attends, je check ça. Ça me dit quelque chose, mais bon. La SCW à l'époque, c'était vraiment pas le truc tendance que tout le monde regardait, quoi. Ah oui, clairement. Après, je regardais ça sur Action à l'époque. Ah voilà, le clan s'appelle Ruthless Roundtable. D'accord. Et je me rappelle aussi de son équipe avec Santino Marella, ce qui devait être le plus gros fait de sa carrière en soi. Et c'est tout. Ensuite, il a fait des films, il est revenu dans le catch vite fait à la TNA. Bon, il a fait un ou deux matchs et après, c'est fini, quoi. Ah, il a fait des films. Ouais. Ouais, il est acteur aujourd'hui, Vladimir Kozov. Ah bah écoute, bravo à lui, déjà bonne réorientation professionnelle. Mais ouais, parce que dans le catch, il n'y avait plus rien pour lui, je pense. Hein. Ah oui, clairement. Alors. Ah, j'ai tiré deux noms. Alors, je commence par... Non, pas lui. Jamie Noble. Jamie Noble. Vraiment des noms à coucher dehors. Hein. Vraiment des noms terribles qu'on a ce matin là. Jamie Noble, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, zéro souvenir de ce mec. Enfin si, je me rappelle vraiment de sa tête, mais je me rappelle pas de ce qu'il a fait à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'il a rien fait de notable. Je pensais qu'on était vraiment axé mid-quart-d'heure, mais on a vraiment aussi les jobbers à temps plein, quoi. Exactement. Ils font un peu partie du moule, quoi. C'est eux qui se faisaient éclater par les mid-quart d'heure, donc oui, c'est vrai que bon, il reste quand même... lui, je me souviens de quelle période avec lui. Je me souviens de la période où il est en cravate costard. Ah, quand il était dans la sécurité de Rollins avec Joey Mercury. Mais bon, là, c'était plus catch attack, ça. Ouais, je me rappelle uniquement de cette période-là, mais avant ça, je me rappelle pas du tout d'une période de lui en tant que réellement catcheur, une rivalité ou un effet notable, un moment marquant avec lui. J'en ai aucun. Moi j'ai juste un moment marquant de sa carrière, c'est quand il se fait exploser par Sheamus qui l'envoie à la retraite, c'est tout. Voilà le moment marquant de... Pour dire à quel point ce mec était marquant. Voilà. Alors. Que dire de plus? Et au passage, le nom que j'ai retiré, c'est CM Punk. Bon, lui, il est hors catégorie et franchement, si c'est pour que je m'énerve pendant une heure, laisse tomber, quoi. Non, lui, il compte pas. Voilà. Alors, Heath Slater. Bon, ça va être rapide, je pense. Ah, bon, Slater, la période catch attack, c'est là où il débute un petit peu... il débute à NXT saison 1. Oui, c'est ça. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe instant pub. N'hésitez pas à regarder notre série sur NXT. Voilà, ça s'appelle NXTerville. NXTerville saison 1 qu'on a débriefé de l'épisode 1 à l'épisode 12, il me semble, le dernier épisode, ouais. 14. 15. Qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, Heath Slater, bon petit catcheur, je me souviens de lui, du coup, au début avec la Nexus. C'était pas un catcheur solo, il était avec la Nexus, avec la Nexus de Wade Barrett dans un premier temps. Ensuite, il était dans The Core, il me semble. Ouais. Et après, il a eu sa période one man rock band, mais je crois que on était déjà plus dans la période catch attack. Si, on y était encore. On y était encore, ouais. Avec Jinder Mahal et Drew McIntyre. C'était lui le leader du clan. C'était lui le leader du clan. Au final, les deux autres ont fini par être champions du monde, voilà. On dit que lui, voilà. Voilà, alors que c'était lui le leader du clan. Mais bon, en tout cas, Heath Slater, bon petit catcheur mid-card, qui a quand même réussi, mine de rien, après sa première saison à NXT, à rester plusieurs années à la WWE.
tenté différentes choses. Il a fait partie, en fait, la plupart du temps, il a fait partie de clans ou d'équipes, quoi. Il a jamais eu vraiment de moment où il était en solo, en tout cas, du moins, durant la période Catch Attack, où il était vraiment en solo dans une rivalité seule, grosse rivalité. Non, c'était plutôt un catcheur de clan, de groupe, de bande, ensuite. Bon petit catcheur mid-card, voilà, rien de plus à dire que ça. Ben, moi non plus, j'ai rien de plus à dire, on peut enchaîner. Et j'ai tiré 3 noms et tout ce que j'ai à te dire, c'est bonne chance. Voilà. Vas-y, dis-moi. Alors, premier nom, Brian Kendrick. Ah, putain. Ah là 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 là, l'enfer. L'enfer. Ça ne fait que commencer, je te rassure. Bah écoute, je te laisse la parole sur voilà, au bout d'un moment, à force de ne pas savoir quoi dire, au bout d'un moment, la vidéo elle va ressembler à rien. Je te laisse. Qu'est-ce que tu penses de la période Catch Attack de Brian, du grand Brian Kendrick? Alors, le Brian Kendrick. C'est The Brian Kendrick. C'est ça. Pas... Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah rien. J'ai vraiment pas grand chose à dire. C'était une espèce de petit gars égomaniaque qui avait Ezekiel Jackson en garde du corps. C'est tout ce que j'ai comme souvenir. Ah oui, il a aussi été champion de la WWE. Ah oui, je sais quand. Donc je te laisse enchaîner. Ah oui. Oui, ce maniaque a été, de manière officieuse, champion de la WWE. Pendant comment ça s'appelait la stipulation? C'est pas un scramble match? Si, c'est scramble match. Une super stipulation en plus. Dommage, ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, dommage. Hein. Après, ils pourraient toujours la réutiliser. On connaît la WWE, ils reprennent leur recette 10-15 ans après. Mais une stipulation cool dans laquelle, je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait dans ce match? Il foutait quoi dans ce match? J'en sais rien. Je regardais pas à l'époque. Ce mec a été dans un match. Oui, moi aussi je regardais pas à l'époque, mais c'est vrai que ça c'est un truc qui revient. Enfin, ce match je l'ai jamais vu en direct, mais c'est un truc qui revient souvent. Les fans de catch qui disent tu savais, Brian Kendrick a été champion de la WWE. Il faut toujours préciser que c'était durant un match ou dès que tu fais un tombé, c'était un match à 4 il me semble. À 5. À 5, c'est ça? Ouais, ils étaient 5. Voilà, un match à 5 ou dans lequel si tu fais un tombé, tu réussis un tombé sur un de tes adversaires, tu deviens champion le temps que le match se termine. Voilà. Je crois que je sais plus exactement, est-ce qu'il y avait une durée de temps, il y avait une durée, non, il me semble. Ouais, de tête, ça doit durer 15-20 minutes, hein. Non, 20 minutes, je crois. 20 minutes. Le champion, en fait, ça sera le dernier à avoir réalisé un tombé sur un de ses adversaires. Et il s'avère que Brian Kendrick a réussi un tombé sur un de ses 4 adversaires. Et sur Jeff Hardy, je crois, en plus. Ah, tiens, ça m'étonne pas. Donc, pendant une très, très, très courte période, ce fameux Brian Kendrick a été champion de la WWE. Je vous rassure, il n'a pas gagné le match. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire sur le fameux Brian Kendrick. Du coup, est-ce que tu as un truc à dire sur le fameux Jimmy Wong Young? Qui? Jimmy et qui? Jimmy Wong Young. Waouh, Jimmy Wong Young. Mais c'est qui celui-là aussi? Attends. Jimmy. Ça s'écrit comment? Wong Young, c'est W-A-N-G-Y-A-N-G. Ou écrit simplement Jimmy Young, ça sera plus court. Pendant que tu recherches, je vais dire un peu qui c'est. Jimmy Wong Young, c'est un jobber asiatique, je sais plus s'il est japonais, qui avait un personnage de redneck. Voilà, un peu d'originalité pour les catcheurs asiatiques. Oui. Franchement, je peux rien dire de spécial sur lui, je me souviens pas de lui. Donc bon. Moi non plus, on peut passer au suivant. Allez, next. Allez, Hardcore Holly. Ah, là on peut parler. Ah bon? Hardcore Holly, à notre période, c'était déjà un vétéran. Hein.
c'était déjà un Oriens. Il était là pour faire briller les jeunes. Et on le voyait souvent plutôt à la ECW, il me semble. Ouais. Rien de marquant, en tout cas pendant notre période de Génération Catch Attack. Hardcore Holly, moi je me souviens de lui surtout dans les catch, dans les cartes de catch. Ouais. C'est pas vraiment quelqu'un que je voyais souvent à l'écran. Je le voyais dans les cartes de catch. Je me souviens surtout de lui parce que j'avais une de ses cartes et c'est tout. Hardcore Holly aussi, un de ses faits de carrière, c'est d'avoir permis d'ouvrir le palmarès de Cody Rhodes parce qu'ils étaient champions par équipe, tous les deux. Ouais, peut-être, ouais. Et aussi, c'est lui qui a permis quelque part la formation de l'équipe Priceless avec DiBiase et Rhodes. Puisque Ted DiBiase, je ne sais pas si on va tirer son nom, mais je vais le dire déjà. Il était dans un délire, fils de Ted DiBiase senior. Voilà, match pour les championnats par équipe. Je vais venir avec mon partenaire. Au final, il vient tout seul et il a été révélé dès le début du match que le partenaire c'était Cody Rhodes. Donc voilà. Ensuite. Bon, voilà. Paul Burchill. Silence. On a des noms. Ah là là. On a vraiment pas de chance. On a des noms, mais des inconnus au bataillon, mais vraiment des noms terribles. Des inconnus au bataillon / jobber. Hein. Des jobbers à tout bol. Je me rappelle de ce Paul Burchill, mais j'ai rien à dire sur lui, honnêtement. Je me rappelle même plus de sa gimmick. Je me rappelle juste de sa tête. Je me rappelle même plus s'il avait une gimmick ou. Voilà, c'est. Il avait. Jobber, voilà, c'est tout. Il avait une gimmick qui a marché, plus ou moins. Il avait un personnage de Jack Sparrow. Voilà, ça a tellement marché que WWE a arrêté. Hein. Vraiment, ça marchait vraiment pendant un moment. Maintenant, ils ont arrêté, on ne sait pas pourquoi. C'est sans sarcasme que je dis ça. Et après, il a eu un personnage. C'était plus à la ECW où il était avec sa sœur qui est Tilly Burchill, avec une relation incestueuse. Hein. Voilà, les bons goûts. Et où il était en rivalité avec The Hurricane à la ECW. Mais c'est tout. C'est là que j'ai connu. Allez, croise les doigts pour que je te sorte un vrai nom cette fois-ci. Allez. Non, là je vais te laisser parler, je vais te laisser monopoliser la parole. Parce que moi j'en ai assez dit sur ce mec. Wade Barrett. Wade Barrett. Wade Barrett. Alors, Wade Barrett, c'est ce catcheur. On a déjà beaucoup parlé de Wade Barrett sur la chaîne. Hein. C'est vraiment le catcheur qui fait parler. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs à dire sur Wade Barrett. Tu restes pas indifférent. Tu peux pas dire, non, Wade Barrett, c'est juste Wade Barrett. Non, tu auras forcément un avis. Alors, moi, ce que je pensais de Wade Barrett à l'époque, déjà, je le détestais parce que moi, j'étais, moi, tu connais, un fan casual de fou, pro Cena, pro Jeff Hardy, tu vois. J'étais pas. Les heels et tout, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je sais que mon petit frère, par exemple, adorait Randy Orton. Il avait 8 ans, mais il adorait Randy Orton, ce psychopathe. Donc, je comprends pas. Mais bon, moi, j'étais vraiment Cena. Donc, par défaut, je détestais les gros heels. Et comme Wade Barrett avait été présenté au début comme vraiment un gros heel, le leader de la Nexus, celui qui va aller casser la gueule à Cena, je l'aimais pas. Et du coup, ça veut dire c'était un bon heel. C'était un bon heel. Et puis au final, on connaît tous l'histoire. Est-ce que la Nexus aurait dû battre la Team Cena? Est-ce que c'est la Team Cena qui aurait dû gagner? Bon bref, on connaît tous l'histoire. On va pas revenir là-dessus. Sauf si tu as envie d'en parler, tu reviens là-dessus, mais je reviendrai pas. Ce qu'il faut retenir de Wade Barrett, c'est que pour moi, c'est un catcheur mid-card. C'est un catcheur qui était voué finalement pour moi de toute façon à revenir à la mid-card, même s'il avait été propulsé, je pense, dans le main event, il serait revenu à la mid-card parce que c'est là sa place. Voilà, c'est sa place. Il a été champion intercontinental, bien. Il a eu, je crois que ça c'est un peu après la période Catch Attack, où il a eu sa période Bad News Barrett. C'est pendant ou après? Après.
c'est après. Un peu avant, il a essayé de créer un nouveau clan, devenir le leader de The Core. C'était lui, hein. Ouais, c'est lui. Ouais. Et mais non, il n'y avait pas de leader dans The Core. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, non, c'était lui. Non, on va pas se mentir. Ah non, c'était le leader. C'était un leader officieux, mais c'était le leader. Et voilà, en fait, je ne le vois pas gagner un Royal Rumble, je ne le vois pas main eventer WrestleMania, je ne le vois pas peut-être cacher la Money in the Bank, peut-être oui, mais je ne le vois pas faire plus que ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est déjà bien pour le talent qu'il avait. Donc Wade Barrett, bon catcheur mid-card, un catcheur qui aurait pu être un petit peu aussi dans la upper mid-card, voire parfois un petit peu titiller le main event, mais pas plus, selon moi. C'est tout ce que j'ai à dire sur notre ami Wade Barrett. Je te donne le micro. Et je me frotte les mains d'avance. Non, mais tu me donnes le micro, je vais rien dire de plus. Hein. J'ai déjà craché mon feu sur lui quand on parlait de NXT. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le mec, il a toujours été à sa place. Hein. Est-ce qu'on aurait pu essayer avec lui en tant que champion mondial? J'aurais dit au début, peut-être, essayer. Mais ça n'aurait jamais été un main eventer à terme. Et le mec est clairement surcoté par les fans. Et du coup, pour répondre au titre de la vidéo, qu'est-ce que tu penses de lui durant la période catch attack avec tes yeux de l'époque? C'est un peu la même chose, quoi. Après, je vais juste répéter ce que tu as dit, hein. Le mec, il était détesté naturellement. La Nexus, c'était quelque chose. Bon, qui n'ait pas battu les mecs, c'est un peu dommage, mais ouais, hein, c'était un bon heel de mid-card qui mange pas de pain, quoi. Voilà, donc là-dessus on est d'accord. Alors, bon, lui ça va être rapide parce que j'imagine que t'as pas grand-chose à dire. Biggie Langston. Ah, pendant cette période-là, j'ai rien à dire. Ouais. Je pensais même qu'il était arrivé un peu après. Après, ça fait partie des noms de 2013 que j'ai tirés. Ouais, pendant cette période-là, je crois que j'étais plus dedans. Hein. Ouais, j'étais plus dedans. Je regardais de loin, je voyais de loin de temps en temps, je voyais qu'il était... de loin, ce que je voyais, c'est qu'il était... c'était le gars du corps de Dolph Ziggler. Ouais, et après, il y avait eu un trio avec... Vu le nom que attention à ce que tu vas dire. Il y avait un truc. J'étais un trio, pas un threesome. Attention les jeunes. Un trio avec Edgely. Oui. Un truc avec Edgely. Ouais, Edgely, icône du catch, hein, il faut le rappeler. Absolument. Ouais, mais du coup, Biggie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Biggie, pendant la période catch attack, là c'était aussi une période où je regardais plus. Le mec, il avait un truc, en tout cas à NXT. Maintenant, son parcours en tant que garde du corps de Dolph Ziggler, je l'ai pas vécu, donc j'ai rien à dire non plus. D'ailleurs, en parlant de Dolph Ziggler, je t'écoute. Dolph Ziggler. Ah, ça c'est intéressant, tu vois, c'est des noms comme ça que j'attendais, voilà. De Dolph Ziggler. Il était temps. Après plus de 30 minutes de jobber, on parle maintenant des vrais gens, entre guillemets. Voilà, vrais gens. Alors Dolph Ziggler, voilà, c'est ce catcheur mid-card que dans un premier temps, j'aimais détester. Avec son personnage de heel un peu arrogant, ses cheveux en spaghetti, machin. Bien, bonne musique d'entrée, bonne entrée, bon look, bon catch, bon dans le micro. C'est ce catcheur qui a tout, mais qui, je pense, comme beaucoup de catcheurs mid-card de cette période, ont souffert du fait qu'on avait déjà des main-eventers qui étaient déjà établis. Les noms des main-eventers étaient déjà choisis. Donc, si tu étais dans la mid-card, tu avais très, très, très peu de chances de monter dans le main-event. Et Dolph Ziggler, voilà, j'ai un peu l'impression qu'il a eu ce souci-là, que voilà, il n'a jamais vraiment réussi à s'établir dans le main-event, même s'il a eu un très bon cash-in. Il a été champion du monde 2 fois. Une fois ou 2 fois? 2 fois. 2 fois, je me rappelle surtout de la fois où il a cash-in comme tout le monde. Hein. Et derrière, il s'est blessé. Et après, voilà, il a perdu la ceinture.
Donc, ouais, c'est ce catcheur où on se dit, ouais, ça aurait pu être un Seth Rollins, je sais pas, ça aurait pu être un Shawn Michaels, ça aurait pu être un. C'est ce même type de catcheur, mais lui, je pense qu'il lui manquait ce truc pour vraiment s'accrocher au main event. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu vois le gif de Mbappé quand il est un peu hésitant là, il fait une espèce de grimace là. Est-ce que tu vois le gif là? Ouais. Ben c'est la tête que je fais exactement quand tu parles de Dolph Ziggler. Non, toi, allez, vas-y. Toi, tu vas être dur avec lui, mais vas-y. C'est pour ça que les abonnés écoutent cette chaîne. Vas-y, pour que tu sois dur avec des catcheurs. Alors, Dolph Ziggler, ben, déjà pour commencer, bon, je l'ai déjà dit dans un concept test, mais Dolph Ziggler est surcoté. Déjà, rien que pendant la génération Catch Attack, je m'en battais les couilles de lui, hein. Mais bon, je voyais juste, bon, hein, nulard entre guillemets. Même si c'est pas le mot, mais je voyais même le mec, bon voilà quoi, il va juste être là dans la mid-card à vie, il fait sa vie, etc. Et franchement, bon, le catch, c'est vrai qu'il est bon, il y a son overselling aussi, bon, voilà. Donc tu as l'impression que, ouais, il va mourir et hop, d'un coup il revient. En mode, bon, après, c'est un peu le problème du catch aujourd'hui, on va dire fighting spirit. Mais ok, soit, y a pas de souci. Et au micro, j'accroche pas du tout à Ziggler. Et en plus de ne pas accrocher à son catch particulièrement, Ziggler, en tout cas en termes de tonation de voix, c'est très inconstant, je trouve. Et je vais même dire plus, il a eu plus que ce qu'il devait avoir. Parce que franchement, le Dolph Ziggler, champion du monde, mais quelle blague! Franchement. Même on lui a donné le titre deux fois, il perd rapidement, c'est quand même un signe que le mec c'est pas sa place quoi. Alors, au pire, le mec sert de challenger de transition parce qu'on n'a pas d'idée pour établir un champion en attendant un plus gros défi, mais c'est tout. Dolph Ziggler, c'est pas ouf selon moi. Bah, je te trouve dur. Je pense quand même que s'ils lui ont donné la ceinture deux fois, je pense que c'est pas pour rien. Et beaucoup de gens étaient quand même derrière lui à l'époque. Et puis moi, en fait, il me fait penser à certains cas. Après, c'est peut-être ça son problème. Pitié, dis pas ça. Pompé, pas dans le sens, voilà. Mais peut-être qu'il a trop recopié sur d'autres catcheurs et que du coup, c'est un peu trop visible. Ah. Moi, il me fait penser à des grands catcheurs dans sa manière de catcher, dans son attitude et tout, dans son look. Mais en fait, il me fait penser toujours à la version Wish des gros catcheurs. Voilà. Exactement, c'est ça le problème en plus. Donc, comme il me fait penser à la version Wish des gros catcheurs, je me dis qu'il aurait pu, peut-être. Mais bon, je pense qu'il a eu la carrière qu'il méritait. Je dirais pas qu'il méritait plus. Je dis pas non plus qu'il méritait moins. Je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. Je pense qu'ils ont bien fait de tenter avec lui au moins une fois de lui mettre la ceinture. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Après, derrière, il a eu la carrière qu'il avait. Et, un bon mi-quart d'heure. Et tu sais que si tu fais venir un nouveau catcheur, tu fais venir un catcheur que tu veux établir, bah, tu le mets contre Dolph Ziggler. Il va avoir l'air, il va bien paraître. Donc, bon petit mi-quart d'heure qui est resté longtemps d'ailleurs. Donc, rien de plus à dire sur lui. C'est tout à fait ça. Allez, nom suivant. Rob Van Dam. Ah, mais attends, c'est pas notre génération Catch Attack ça, Rob Van Dam. Ben si, quand même, il était là vers la fin. Rob Van Dam, pendant notre génération, bon, c'est vrai que moi à ce moment-là, je le voyais comme une légende, voilà, je le voyais, Rob Van Dam, ouais, et tout, légende. Parce que, en fait, on n'a pas eu les grandes années de Rob Van Dam, on les a pas eu, nous. Ouais, mais il était là quand même au début de Catch Attack, hein, Rob Van Dam quand même, mais bon, on ne l'a pas connu à ce moment-là, effectivement. Moi, ça m'a pas marqué. Sa présence ne m'a pas marqué. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, Rob Van Dam, c'est comme tu dis, hein, légende.
Le mec, il avait un catch assez unique et j'aimais bien franchement Rob Van Dam. C'est vrai que j'ai pas connu sa période prime. Bon, j'ai pas non plus connu sa période fin génération catch attack, mais je voyais quelques clips de lui en 2013. Malgré l'âge, c'était pas mal. Hein. Bon, il n'était pas très vieux non plus, mais ouais, j'aimais bien. Ah, écoute, j'ai rien de plus à dire. Hein. C'était pareil, j'aimais bien. Je sais, à l'époque, je savais que c'était une légende, que machin. Et puis bon, tu sais, Christophe Ajus est très bon dans ça. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est ce qu'il rajoute en plus, cette culture catch. Il ajoute cette culture catch parce que il explique, lui, il a fait ça, il était comme ça, il a été champion autant de fois. Donc, avec les commentaires de Christophe, j'arrivais à m'imaginer un petit peu qui était Rob Van Dam sans vraiment l'avoir connu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Allez, nom suivant, et c'est un nom insolite, ça tombe bien. En plus, c'est quelqu'un que tu as beaucoup loué pendant la période NXT. Du coup, je te laisse parler de Michael Cole. Michael Cole pendant la génération 4. C'est pas le Michael Cole qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Attention les jeunes. Hein. Attention. Il était... Michael Cole avait tendance quand même à faire partie de certaines storylines. Donc parfois on peut même le considérer comme un catcheur. Il a catché, il a eu des matchs. Il a eu un match à WrestleMania. Il a eu beaucoup de storylines. Il y a eu cette storyline du général manager anonyme. C'est Michael Cole qui venait lire. Il était barbant. Il a eu des storylines contre Jerry Lawler, contre d'autres catcheurs. Bon, il était vraiment, c'était vraiment un emmerdeur, voilà, si je peux le dire. Donc, personnage avec du recul très intéressant, mais il avait le don de m'énerver. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait le don de m'énerver. Ah oui, clairement. Mais avec le recul, je comprends pourquoi la WWE le mettait autant en avant, parce que justement, il est emmerdant, il est chiant. Après, j'ai toujours envie de dire, est-ce que c'est la place d'un commentateur de venir, catcher en plus, ça nous donnait des matchs vraiment infects. Oui, des matchs de merde. Hein. Des matchs vraiment pourris, des matchs vraiment qui puent du cul, si j'ai envie de dire. Et c'est tout ce dont je me souviens de lui, c'était commentateur emmerdant, chiant, avec des matchs qui étaient vraiment casse-couilles. Et c'est pas le Michael Cole d'aujourd'hui, grande classe, commentaire, voix de la WWE. C'était une autre période. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de lui à cette époque ? Chiant, c'est la parfaite définition de Michael Cole, hein. Tu as vraiment tout dit là-dessus. Donc, j'ai rien de plus à rajouter. Du coup, j'imagine que tu as plus à dire sur Big Daddy V. Big Daddy Big Daddy V. Oui. Ah, tu parles de Viscera. Ouais, lui, ouais. Oh putain, écoute, Viscera, Big Daddy V, je sais pas quoi. Écoute, j'ai rien à dire, hein. J'ai rien à dire sur lui. C'est quoi mes souvenirs de lui ? Mes souvenirs de lui sont uniquement visuels. Je me rappelle simplement à quoi il ressemblait. Il traînait avec des femmes. Je me rappelle pas de ses storylines. Je me rappelle pas comment il était vendu. Je me rappelle surtout, lui c'est vraiment visuel quoi. Tu te rappelles de sa tête, de son physique, de son entrée, de sa, mais rien de plus. Je me rappelle. Mais est-ce que tu te rappelles de son finisher? Ah ouais. C'est pas le finisher où il colle ses fesses sur ta tête et après il te bouge comme ça là. Non, c'est pas ça, c'est Rikishi. Ça c'est Rikishi. Non, Viscera c'est pire hein. C'était quoi son finisher à lui, je me rappelle plus. Bon, pour ne pas énoncer le terme à proprement parler, imaginez, l'adversaire, il est couché sur le ventre, hein, et tu vois Big Daddy V, il se pose sur le mec, sur le dos du mec, bien allongé de manière parallèle au mec qui est au sol, et il se frotte à lui. Voilà, vous avez l'image. Je me souviens. Bon, disons qu'il fait des pompes sur lui, disons. Voilà, c'est tout à fait ça. Disons qu'il fait des pompes sur lui. Ah oui. Ah oui, c'est horrible. Hein. C'est horrible.
Ah oui, j'aurais pas aimé être à la place de l'adversaire. Hein. Moi, j'aurais pas aimé catcher contre Big Daddy V contre Viscera, là. À cette période-là. Mais ça passait à la télé, hein. En plus. Ça passait à la télé. Oh. C'est une autre époque, on va dire. Bon, une autre époque, c'était quand même le milieu des années 2000, mais bon. Et sinon, pour revenir à Big Daddy V, moi, je l'ai connu sur SmackDown vs Raw 2009, hein, mais sinon, c'est tout. J'ai pas vécu sa carrière. Je vois juste le mec ultra balèze, des tatouages de partout, singlet. Tu vois seulement que ton corps plus mon corps, ben, c'est son 1, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, du coup, ben, paix à son âme et bon, on n'a rien de plus à rajouter. Hein. RIP, Big Daddy V. RIP. Allez, maintenant, on va venir sur les équipes. Du coup, je te laisse parler des Primetime Players. Ah, Titus O'Neil et Darren Young. Hein? Non, là, c'est Titus O'Neil et Darren Young. Primetime Players. Oui, Primetime, pardon. Titus O'Neil, Darren Young. Mais moi, je les ai pas trop vus, honnêtement. Je vais pas te mentir, moi, j'ai pas vu leur période. J'ai pas beaucoup vu leur période tag team. Je pense que ça doit correspondre à la période où je commençais à décrocher. C'est quelle année, ça? Ouais, vers la 2012-2013, hein. Ouais, je me souviens pas de grand chose d'eux. Juste, juste de leur entrée à la con avec Titus qui fait des waf. Voilà. Et, franchement, ils m'ont pas marqué. Pourtant, c'est des catcheurs qui sont quand même restés longtemps dans la compagnie. Make $1 million move. Ah oui, j'ai la vision. Ouais, ok. De leur entrée là. Ouais. Bon, toi, ils t'ont marqué. Ben, ils m'ont marqué, mais c'était juste après Catch Attack, quoi. Ils ont refait l'équipe entre 2014-2015, je sais plus exactement, où ils ont même été champions par équipe, mais sinon pendant Catch Attack, je ne saurais pas quoi dire sur eux, franchement. De même. Mais bon, j'imagine que tu as des trucs à dire sur monsieur Eric Escobar. Eric Escobar? Qui est-ce? J'imagine que ça. Franchement, tu te mouilles, hein? Tu te mouilles grave, là. Mais pourtant, c'était pile la période, hein? Eric Escobar. Attends, je regarde, peut-être en revoyant sa tête. En fait, dire, après, il a eu un run très court à la WWE, hein. Le mec jouait le rôle de nouveau petit ami de Vicky Guerrero à SmackDown. Wow. Pour remplacer Edge. Aucun souvenir de ce gars. Ben, après, en soi, il y a rien d'autre, quoi, c'est tout. Le mec, petit ami de Vicky Guerrero, c'est un nulard qui perdait ses matchs tous les jours, mais c'est tout, quoi. Bah écoute, ça m'a pas marqué du tout, et du coup, je ne vais pas pouvoir lui rendre honneur. Ah ben, c'est normal, hein. Alors, Umaga, là, on peut parler, là. Alors, Umaga, c'est... Est-ce qu'on peut le... Catcheur mid-card? Oui, il a été dans la mid-card. Enfin, il était surtout dans la mid-card dans cette période-là. Dans cette période-là, oui, c'était un mid-cardeur. On avait raté de peu, j'ai envie de dire, sa période, ses débuts fracassants. Ouais. Jusqu'à ce qu'il perde contre John Cena et que le déclin arrive doucement. Pendant cette période, il était un petit peu, j'ai envie de dire, déjà sur la fin. Ouais. Bon catcheur, bon look, qui d'ailleurs maintenant a inspiré, je pense, ça a inspiré Solo, ça a inspiré Jacob, ça inspire pas mal de catcheurs samoans aujourd'hui. Bon catcheur qui avait vraiment une belle gimmick. Il avait de quoi, lui, par contre, je pense, être un vrai heel sur la durée, je pense, qu'il y avait de quoi faire quelque chose avec Umaga. La preuve, il nous a tous marqués, on se rappelle tous d'Umaga, hein. Pourtant à l'époque il était déjà sur la fin, il était pas main eventer, il était c'était un catcheur de mid-card, voilà, tout simplement. Mais son look, son moveset, son agilité aussi pour un catcheur quand même poids lourd. Ouais, ça m'a marqué. Son Samoan Spike aussi. Ouais, son Samoan Spike, ça m'a marqué aussi.
c'était une prise unique. Hein. Ouais. Moi, je la voyais. Pour moi, c'était dévastateur. À l'époque, je me disais, mais son pouce là, il doit mettre de l'acier. En plus, comment Christophe, il nous vendait ça. Christophe, t'es un abuseur. Il nous vendait le pouce. Il disait vraiment, oh, pouce dans la gorge. C'était là, ah ouais, il va le tuer. Et ouais, non, Umaga, voilà, Rip aussi, il m'a marqué en tout cas. Ouais, Rip Umaga, et c'est un peu la même chose pour moi. Hein. Umaga, c'était vraiment quelque chose, même si bon, c'était déjà la fin. Alors, le nom suivant, ça m'étonne un peu. Parce que, de souvenir, on ne parlait pas tant que ça de ce mec. Pourtant, c'est quand même un gros nom encore aujourd'hui, quoi. Mais, Yes. à l'époque de Catch Attack, je ne voyais absolument personne en parler. Donc, je vais te laisser parler. Bon, même si, on le fera peut-être à une autre occasion, de manière plus détaillée, mais parle-nous de Chris Jericho. Ah, Chris Jericho. Alors, Chris Jericho, période Catch Attack, c'est... alors, on a plusieurs Chris Jericho. On a le Chris Jericho de 2009, avec la veste, le costume, le mec qui parle doucement. I'm the best in the world. What I do. Voilà, le mec un peu arrogant, imbu de sa personne, champion du monde poids lourd, insupportable. Je le détestais, clairement, pendant cette période. Et après, il a eu son retour en mode Y2J, la veste illuminée. À notre période, pendant la période Catch Attack, Chris Jericho, il était vraiment du genre à disparaître pendant un long moment et après à revenir, après à redisparaître. Et c'était pas un catcheur que j'appréciais plus que ça à l'époque, en tout cas. Et toi ? C'est pareil, hein, de toute manière, bon, je l'ai déjà dit, Jericho, le catcheur en soi, j'aime pas, en général. À l'époque, déjà, j'aimais pas, bon, il est détestable, etc. Mais même quand j'ai compris un peu les rouages du catch, j'étais toujours pas fan de lui. Les seuls moments que j'ai kiffé, c'était avec Jericho. Son équipe avec le Big Show qui était bien. Je pense que cette époque, c'est vraiment la première équipe heel que j'ai commencé à kiffer à l'époque. Ouais. C'était l'une des premières équipes heel un peu classe de l'époque, ouais. Ils étaient détestables, mais je sais pas, ils étaient intéressants. Leur duo, il fonctionnait hyper bien, ils étaient complémentaires, et puis j'ai l'impression que personne volait vraiment la lumière sur l'autre. Et ils étaient vraiment bien. Hein. C'était une très bonne équipe. Ouais. D'accord. Allez, en parlant de Jericho, on va parler d'un mec qui était associé à lui à un moment donné, Jack Swagger. Jack Swagger. Tu veux commencer ? Non, je te laisse commencer. Jack Swagger, c'est le catcheur dont j'aimais beaucoup sa musique d'entrée à l'époque. Ouais, je la chantais tout le temps. Et à côté de ça, il était vendu un peu comme cette nouvelle génération de Kurt Angle, l'américain. l'American. Voilà, c'est ça, le sportif qui fait des pompes pendant sa musique d'entrée, pendant son entrée tout court. Et puis, il a eu cette période où il a été champion du monde. C'était, j'avais juste envie, c'est d'aller faire un tour à Leroy Merlin, acheter une corde et l'accrocher en haut là. Franchement, c'était terrible. Aïe. C'était terrible quand il a été champion du monde. Vraiment, c'était terrible. Je pense qu'avec du recul, je pense qu'il était pas prêt à être champion du monde. Mais, clairement pas. C'était un jeune catcheur qui essayait de s'établir, que je pense qu'ils ont poussé un peu trop vite par rapport à ses capacités, que ça soit in-ring. Bon, dans le ring, ça allait encore, mais surtout au micro. C'était le charisme aspiré par un trou noir, quoi. C'était pas terrible. Pas terrible à l'époque. Pas terrible non plus ensuite quand il est devenu durant son passage à la AEW. Catcheur, j'ai pas envie de dire surcoté parce qu'au final, il n'a pas fait grand chose et je comprends pourquoi la WWE a voulu tenter de lui mettre la ceinture dessus, mais ça n'a rien donné et derrière, il a eu la carrière qu'il méritait. Jack Swagger, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était Osef Max depuis toujours. Hein. Même quand j'ai commencé, Jack Swagger, ils m'ont touché une sans faire bouger l'autre et
Franchement, il fait partie de la catégorie des pires champions du monde poids lourd de l'histoire. Hein, donc, j'ai rien de plus à dire. Le truc de We the People, c'était marrant vite fait, mais bon, ça m'emballait pas non plus. Ah! Yes! 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 Allez, Yes. vas-y. Yes! Alors, yes. Bon, ça n'existait pas encore le Yes Movement à l'époque, Ouais. mais Daniel était sketcher. Enfin, si, attends, ça existait déjà le Yes Movement. C'était quoi, 2011-2012 que ça existe, le truc là. Ça existait déjà. Ouais. Mais après, c'était pas on va dire que c'était pas l'apogée du Yes Movement. Voilà, c'est ça. C'était les débuts entre guillemets de Daniel Bryan qui essaie de s'établir dans cette compagnie qui est la WWE, le mastodonte, lui qui avait déjà fait le tour du monde, lui qui avait déjà gagné partout, qui était déjà connu, voilà, on avait aussi entendu parler de lui durant la première saison de NXT. Redédicace encore à la saison 1 qu'on a débriefé ensemble. Daniel Bryan, à l'époque, j'étais un peu osef. Je dois l'admettre. Ouais, j'étais pas dans le train de Daniel Bryan dès le début. Et on avait beau me dire qu'il était si bon, qu'il était si expérimenté. Je n'accrochais pas avec ce personnage et j'avoue que quand il a perdu en 8 secondes contre Sheamus à WrestleMania à cause de Edge Lee, je pense. Ouais. J'étais comme un dingue, j'étais content de fou en fait. Voilà. Pourtant c'est controversé, hein. Tout le monde aujourd'hui dit que non, c'est scandaleux. Comment oses-tu, Pépé Foot, qui fait ça? Comment oses-tu? C'est catastrophique. Ah non, je suis désolé les gars, mais ouais, j'étais grave content. Hein. J'étais content, mais en fait, j'étais la cible. J'étais la cible de leurs produits. Leurs produits étaient destinés directement à des gars comme moi. Donc forcément, ça marchait sur moi. Forcément, John Cena, ça marchait sur moi. Et ça, ils savent très bien pourquoi ils l'ont fait. Et les gens peuvent dire que c'était une erreur, qu'ils n'auraient jamais dû. Ils ont enterré Daniel Bryan. Bah oui, ils ont enterré Daniel Bryan. Bah oui, on le voit, surtout aujourd'hui, que Daniel Bryan, il a été enterré derrière. Enfin bref. Non. Pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils nous visaient, nous les jeunes, directement. Et bim, sur moi, ça a marché. Voilà. Donc, Daniel Bryan, non. Pendant cette période-là, non. J'avais pas accroché, honnêtement. Et toi? Ben, j'accrochais déjà avec Daniel Bryan à l'époque, hein. Surtout qu'à l'époque, j'aimais bien son catch technique, c'était un peu différent par rapport aux autres catcheurs. Même le look, en fait. Vraiment, le look, moi, je vais mourir sur cette colline s'il le faut, mais Daniel Bryan, cheveux courts, classe, petite barbe, voire pas du tout, ben, c'était son look prime. Et en plus, j'aimais bien sa période champion des États-Unis, voilà, catcheur, un peu classe, vraiment humble. Ben, c'est un peu une espèce, c'est un peu un look à la Cody Rhodes avant l'heure, quoi. Mais en plus, succès avec les divas, vraiment belle période pour Daniel Bryan. Et sinon, ben, j'aimais bien pendant toute sa carrière, pendant le Yes Movement aussi, quand il a encaissé la mallette Money in the Bank et qui montre bien à Michael Cole, parce que la rivalité entre les deux n'était toujours pas finie en 2011, pour dire que regarde, je suis champion, qu'est-ce que tu vas dire? Tu te souviens de ce que tu me disais à NXT? Voilà, non, ça vraiment j'étais très content pour lui et vraiment, ben, Daniel Bryan, légende du catch, hein, qu'on se le dise, et vraiment, Daniel Bryan, c'était quelque chose à l'époque déjà. Dommage que tu n'aies pas eu la vision avant, mais bon. Non, les gens, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je rejoins tout le monde, hein, parce que il a prouvé. Et puis même maintenant, quand je regarde le produit de l'époque avec du recul, je suis plus, Daniel Bryan, je le comprends mieux maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas, moi j'étais très flashy. Et c'est vrai que c'était catcheur très simple, justement, trop simple pour moi. Et dans le look, en tout cas, j'ai envie de dire, dans la musique d'entrée et tout, c'était trop simple pour moi, ça marchait pas. Moi, il me fallait un peu de folie, un peu de, voilà quoi. Ça, c'est intéressant quand même de voir ces deux visions. C'est pour ça de toute façon, Daniel Bryan, il avait du talent, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a réussi. C'est ça.
D'ailleurs, je vais finir par ces notes-là. Flight from Valkyries original, je préférais ça au remix qu'il a eu juste après. Voilà, c'est tout pour moi. Ah, toi, vraiment, Daniel Bryan, hein? Ah ouais, toi, vraiment. Ah oui. Non, mais lui, c'est facilement mon top 5 des catcheurs préférés ever, hein, Daniel Bryan. Ah, Et ouais. il n'est pas 5e. Alors, Ouais, je comprends. le suivant. J'imagine, en tout cas, j'espère que tu as des choses à dire. Déjà, je vais te poser les bases. My name is Finlay. And I love to fight. Finlay. Allez, vas-y, let's go. Ok, Fit Finlay, bah, c'était... Je m'en foutais. Oh non, Désolé. non. Désolé, légende. Oui, Pete, légende. On va rien dire là-dessus. Mais en tout cas, à l'époque, enfant de 9 ans, de 8 ans, 9 ans, jusqu'à mes 12 ans, 13 ans, je m'en foutais de Fit Finlay, hein. Je m'en foutais de cet Irlandais de merde, là. Sa baguette, ou je sais pas quoi, sa canne, je sais pas quoi, là. Il vient là avec sa tenue de catch vert, et sa musique. Oh, à la con. Non. Ah oui, l'individu est là pour Non, abattre. Hein. Tellement ridicule. Ouais, c'était ridicule, en fait. Je trouvais ça ridicule. Tu t'en rends compte, le petit de 12 ans qui te trouve ridicule. C'est chaud, quand même. Ah oui, c'est dur, hein. Tu es dur, là. Ah, je suis dur, mais on dit clairement ce qu'on en pensait. Et à l'époque, non, Fit Finlay, pour moi, c'était les mange-merde. C'était les gars que je voulais pas voir à l'écran. Waouh. Non, mais vraiment, non, c'est super. En tout cas, moi, Finlay, à l'époque, j'aimais bien l'Irlandais qui venait avec la bagarre. Il vient avec son fils Hornswoggle. Le mec qui se bagarre et souvent qu'il triche pour gagner avec son bref, le bâton, là. Le sceptre, comme disait Christophe Ajuste. En tout cas, j'aimais bien Finlay à cette époque-là. Voilà. Non, mais après, big up à Hornswoggle, par contre, il avait le don de remonter un petit peu le niveau. Moi, j'aimais beaucoup, bon, on l'aimait tous, hein. Mais Finlay, non, désolé. Next. Ok. Alors, bon, là, on va bientôt passer les 1 heure. Est-ce que tu serais pour un petit overtime, prendre 5, 6, 7 noms? À toi de décider. Allez, vas-y, on prend 5 noms. Ok. Et du coup, est-ce que tu kiffes jusqu'à présent ce podcast, le déroulé, les noms sortis? Est-ce que tu kiffes bien? Ah, j'aime bien. Voilà, ça nous fait nous replonger aussi à l'époque. Mais il y a des noms qui sortent, je te dis, mais qui était ce gars, quoi? Mais sérieux? C'est pour ça que c'est marrant. Et ouais, non, je kiffe pour le moment. Donc, allons jusqu'au bout. Ok, ça marche. Bon, après, comme j'ai dit, on ne va pas tous les faire. Et si, chers auditeurs, si vous voulez une deuxième édition, ben, vous pouvez vous manifester à travers les likes ou les commentaires. Donc là, on va essayer de passer encore 20 minutes en plus avec les 5 noms. Alors, vas-y, parle-nous de Manu. Qui? Allez, on reprend direct dans le dur. Manu. C'est juste Manu. Oh, juste Manu. Manu. Ah, j'aime bien te piéger avec les noms insolites comme ça, là. Manu de Skyrock. Ah, bien vu, j'ai la ref. Ben. Attends, Afa Anorai Junior. C'est lui? Non, oui, je crois, c'était un mec qui était là, qui était dans la Legacy. Mais vraiment le début de la Legacy, hein. Le lourdeux qu'ils ont viré. Ouais. Le lourdeux qu'ils ont viré, oui, bah moi je me souviens plus que pour ça en fait. Que pour ce petit moment. Ben, il y a eu que ça, en vrai. Ensuite, il s'est fait jeter, et au final, ils ont pris. Rangerton, il a choisi Cody Rhodes, c'était DiBiase. Ouais. Mais non, à part ça. Non, mais la formation de la Legacy, ça partait dans tous les sens, hein, aussi. On ne savait même plus qui était dedans ou qui était dehors, bon. Bah ouais, c'est tout ce dont je me souviens de lui. Est-ce que tu te souviens d'un autre moment impliquant Manu?
Pas du tout. Non. Bah, écoute, pas marquant. Allez, bon, on va passer au nom suivant, le Great Khali. Ah, ça c'est un bon nom, ça. Alors, de Great Khali, moi j'aimais bien à l'époque. Bah, après, voilà, un catcheur connu pour sa grande taille. Il était très impressionnant visuellement, surtout que la WWE aimait bien le mettre comme des catcheurs de petits gabarits, de style Rey Mysterio, pour vraiment montrer la différence de taille. Et après, il y a du bon, il y a du moins bon. Ils l'ont parfois bien utilisé, parfois un peu moins bien. Il y a des moments où moi je pense à lui surtout quand il était mis face à des situations où c'était totalement différent. Mais quand on a voulu le propulser dans le main event, qu'on lui a donné la ceinture et qu'il l'a porté à l'envers, là j'ai dit c'était bon, stop, je rentre. Ah C'est oui. bon là, c'est bon. Là ça va trop loin s'il vous plaît. Non mais voilà, après le Great Khali, légende. On va pas se le cacher. Oui, bien sûr. Pour le personnage surtout, pas pour le talent in ring, pas pour le franc-parler ou l'aisance au micro, mais surtout pour le personnage, le visuel, le côté charismatique aussi, je dirais. Mais sinon, rien de plus, hein. Et toi? Ben, j'ai rien de plus à dire, hein. Comme toi, j'aimais bien le Great Khali à l'époque, vraiment physique atypique, voilà, géant qui est plutôt gentil et qui faisait des trucs humoristiques aussi. Après, bon, moi j'ai plus connu vraiment, bon, je pense que c'est la même chose pour toi, que connu la version Punjabi Playboy, hein, quand il faisait des kiss cam aux divas. Voilà, c'est tout. Moi c'est ça que j'aimais bien de lui, voilà. Ouais, c'était marrant, quoi. J'aimais bien le voir dans ce genre de situation. Ah, et aussi, surtout avec le kiss cam qui aurait dû avoir lieu entre lui et Santina Marella. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 le fou rire, quoi. Ah là là, c'était vraiment, vraiment excellent. Bon, là, il reste 3 noms. Bon, on pourra peut-être prendre un peu plus. Je vais juste mettre un nom en 3e, hein. C'est pas celui que j'ai tiré de base, mais on va le faire. Du coup, en attendant, je te laisse parler de Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, c'est... not stop me, no! Ouais, il ne stop me, no! Je disais ça, donc, Shelton Benjamin, c'est ce catcheur un peu les Kofi Kingston-like, j'ai envie de dire. Bon catcheur de mid-card, athlétique, bon dans le ring, charismatique, qui manquait un petit peu de personnalité, j'ai envie de dire, pour vraiment aller chercher ce truc en plus. Mais athlétiquement, c'était des monstres, ils étaient impressionnants. On les mettait surtout, je dis on les mettait parce que voilà, je le mets, mais je le mets vraiment avec Kofi parce que pour moi, c'était vraiment les deux qui étaient dans le même profil. Donc on le mettait souvent dans des matchs, dans des ladder matchs, dans des matchs tag team, des trucs comme ça. Ouais, les matchs à spot de zinzin, ouais. Ouais, des spots de fou. Et il a eu aussi une bonne période où il était champion des États-Unis. Et c'était classe. Il a été champion intercontinental pendant la génération Catch Attack aussi. Donc bon catcheur de mid-card. Lui, c'est vraiment quand je pense catcheur mid-card de l'époque, voilà, c'est des catcheurs comme lui que je vois. Shelton Benjamin. Ouais, c'est pareil de mon côté aussi. J'aimais beaucoup Shelton Benjamin. J'aimais bien ses matchs, le personnage Gold Standard, tout ça. Et c'est vrai qu'il lui manquait un truc pour aller plus haut. Et je pense que si ce Shelton Prime existait à l'ère de catch d'aujourd'hui, où c'est plus la surabondance athlétique, je pense qu'il aurait pu être dans le main event, hein, voire champion du monde. Bon, après ça, je l'ai dit dans une vidéo dédiée à ça, et je pense que Umaga, c'est pareil aussi, je dirais. Ouais, je suis d'accord. Honnêtement, je suis totalement d'accord. C'est ces catcheurs qui, s'ils avaient été dans notre génération, dans notre époque, ils auraient mieux fait. Je pense que il avait vraiment le talent pour, mais c'est vrai que comme il lui manquait cette
voilà, il lui manquait quelque chose vraiment pour attendre le main event. Et en plus, le main event, voilà, c'était toujours les mêmes, hein, quasiment. Il y en avait quelques-uns qui arrivaient un peu à monter, mais Shelton Benjamin n'a jamais réussi à atteindre ce niveau. C'est ça. Allez, next, Zack Ryder. Wouh, wouh, wouh. You know it. Ah, Zack Ryder, moi j'aimais bien hein, à l'époque. Bon, on va dire première phase Zack Ryder. Il était avec, voilà, il faisait partie des clones de Edge. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Lui et Kurt Hawkins. Et Edge Heads. Ouais. Et voilà. tête à Edge. Donc, il faisait partie de cette équipe. Insupportable, putain, j'en avais marre d'eux. Mais c'était tellement excellent. Edge, il était tellement bon à l'époque aussi. Et après avoir quitté l'équipe, il est allé un petit peu s'établir en solo. Il a eu cette phase un peu champion d'internet. C'est celui qui a un petit peu compris YouTube avant l'heure, qui a commencé à se servir des réseaux sociaux et tout. Ça avait bien fonctionné avec les fans. Moi aussi, ça commençait à fonctionner avec moi, mais il n'a jamais réussi à atteindre ce niveau qui... Bon, il a quand même gagné la ceinture quelques années plus tard, mais c'était pas pendant la génération Catch Attack qu'il a eu le titre intercontinental à WrestleMania, un truc comme ça. Ouais, il a gagné la ceinture des États-Unis aussi, hein, pendant la période Catch Attack. Ouais. Pendant la période Catch Attack, il a eu la ceinture des États-Unis, c'est vrai. Il a eu une bonne rivalité et tout. Il a été mis en avant avec des John Cena, etc. Mais il n'avait pas ce stade. Il n'a pas réussi à vraiment s'établir et à rester en tant que gros nom. Mais moi, j'aimais bien. Mais je sentais que c'était vraiment... qu'il n'était pas à sa place. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le voyais, que ouais, il est avec John Cena et tout, ouais, ça me fait plaisir, mais voilà, il n'est pas aussi bon, voilà quoi. Merci. Parce que je sentais ça, en tout cas, que je le sentais à cette époque. Enfin, quelqu'un qui dit les termes. Ah là là. C'est tout à fait ce que tu dis, Zach. Je sais pas si les autres aussi ressentaient ce sentiment de oui, c'est bien et tout, mais voilà, bon, quand même. Non, trop longtemps, quoi. Non, non, mais l'esprit collectif dit qu'il méritait mieux, alors que bon, il a eu ce qu'il devait avoir. Hein. Déjà, championnat US intercontinental, c'est bien, voilà. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il a été bien mis en avant pendant une période. Il a été quand même dans des rivalités avec John Cena. Enfin, c'est pas dans des storylines avec John Cena. C'est pas. Oui, ils ont capitalisé sur son buzz du moment, quoi. Voilà, c'est tout. On passe à autre chose maintenant. Il n'a jamais réussi après à s'installer, mais jusqu'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui. Il a quitté la WWE, ça fait combien d'années? Mais il y en a d'autres qui ont quitté la WWE, ils se sont réinventés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire. Se réinventer, revenir plus fort et tout. Après, peut-être qu'il va le faire. Mais pour le moment, voilà quoi. Je pense qu'il a eu, comme tu le dis, très justement, je trouve, ce qu'il méritait. Oui. C'est pas péjoratif de dire ça. Oui. Là, il fait sa vie. Lui, il aurait souhaité mieux. C'est parce que lui, il aurait voulu mieux. Il espère plus. Du coup, ses fans se disent aussi que oui, il aurait dû avoir mieux. Je suis pas sûr. Faut savoir avoir un esprit critique, hein, les enfants. C'est pas parce qu'un mec pense ça qu'on va forcément penser comme lui. Hein. Faut aussi que nous ayons notre avis extérieur. Et puis voilà. Maintenant, le mec qui fait sa vie dans le circuit indépendant, un grand bien lui fasse, quoi. Non, mais lui, il a raison de penser comme ça. C'est un compétiteur, oui. C'est un professionnel. Il veut gagner, il veut faire mieux, il veut. Mais lui, il a ses raisons de penser comme ça. Mais les fans pensant aveuglement, juste pour le soutenir, tu aurais mérité mieux. Arrêtez les gars, arrêtez. 5 minutes. Ouais, c'est bien d'être fan, mais faut être quand même. C'est bien de soutenir, mais faut être lucide quand même. Un minimum. Mais toi, en soi, qu'est-ce que tu pensais de lui à l'époque? J'aimais pas. Franchement, je ne connaissais pas sa période en tant que clone de Edge, mais quand j'ai vu la première fois, je me rappelle à la ECW, avec son bandeau à la con, avec son slip, legging, je ne sais même pas ce que c'était. La moitié c'était slip, la moitié c'était legging.
Déjà, ce look de catcheur là, faut arrêter en 2025. J'en vois encore qui ont ce look là. Les gars, franchement, sa femme. Voilà, faut changer ça. C'est. Chelsea Green, elle aime trop faire ça. Non, visuellement, j'y arrive pas. Mais sinon, pour revenir à Zack Ryder, ben, c'est Osef Max, quoi. Donc, bon, le mec, je voyais un mec de mid-card qui mange pas de pain, et puis voilà, c'est tout. Ouais, bon, donc voilà, quoi. C'est d'où le fait que, bon, il méritait pas peut-être mieux, hein. Voilà, c'est ça. Avant-dernier nom, mais composant un groupe de personnes. La Wyatt Family. Oh, mais c'est pas ma période, ça. Ben, si. Enfin, c'est peut-être la période où tu as arrêté 2012-2013, oui. 2012-2013, ils étaient déjà là. Ouais. Waouh, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est con. Moi, je me souviens d'eux, mais que très peu avec mes yeux de... Ah non, ils ont commencé en 2013, autant pour moi. Ouais, avec mes yeux d'enfant, je me souviens très peu d'eux. Après, je sais ce qu'ils ont fait pendant cette période, parce que je suis revenu sur la période, mais je crois que je les ai pas vus, moi, en tout cas, en tant que jeune pépé foot. Bon, ben, moi, c'est pareil, hein, je les ai pas vus non plus. Vraiment, c'est avec du recul de leur carrière, mais c'est vrai qu'on n'a pas connu la période Wyatt Family. Voilà. Mais sinon, sur le papier, ben, c'était plutôt... En tout cas, c'était intéressant. Bah, c'était cohérent ce qu'ils ont fait, hein. C'était neuf, c'était frais, c'était nouveau un peu, enfin nouveau pour l'époque, hein, parce qu'on s'éloignait à part l'Undertaker. Ah oui, clairement. On n'avait plus trop de ces trucs un peu mystiques et tout. Donc c'était un peu... c'était nouveau, après... Bon, et même en soi, la Wyatt Family, c'était pas mystique du tout, hein, mais c'était vraiment bien dark, un truc sectaire, un truc que tu ne voyais pas, en fait. C'est ça, c'était vraiment nouveau, et donc, ouais, non, c'était une bonne idée, et bon, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Ouais, dommage. Que ça a donné, mais au début, en tout cas, c'était bien. Ouais. Alors... Bon, j'ai tiré 4 trucs en même temps. Bon, on va y aller, hein, Vraiment, l'overtime, là, il est long, mais c'est quand même plaisant. J'espère que les auditeurs, ça leur plaît aussi. Du coup, ben, Goldust. Goldust. Oh, à l'époque, Osef, hein. Non, je te cache pas, moi, à l'époque, c'était vraiment Osef. Mais pourtant, lui aussi, il était flashy, il sortait du lot un peu, Goldust. Non, moi, j'étais en mode Osef, c'est qui ce mec, en plus, jeune pépé foot, homophobe à mort, c'est qui ce gay et tout. Je dis bien jeune pépé foot, hein, parce que, voilà, c'était moi, mais jeune, c'est-à-dire moins mature, moins renseigné, voilà. Je me disais, mais c'est qui ce mec là? Pourquoi il met des perruques et tout? C'est quoi cette histoire? Il me dérangeait, il me mettait mal à l'aise. Et j'aimais pas du tout, voilà. J'aimais pas. Mais après, voilà, si, avec un autre prisme, aujourd'hui, je comprends. Oui, c'est flashy, c'est nouveau, c'est frais. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est frais. Pareil que la Wyatt Family, c'était pas quelque chose qu'on voyait souvent. En mais fait, à l'époque, j'aimais pas du tout. En fait, toi, tu pensais comme les gens déjà au milieu des années 90 quand ils ont découvert Goldust, quoi. et même là, le Goldust des années 90, c'était pire qu'en 2009, hein. C'était vraiment... C'est ça le pire. Je pensais... Après, moi, j'avais 13 ans. Tu vois, j'avais 12 ans, donc voilà. Eux, ils pensaient comme ça, c'était des gros darons. C'était des gros darons, ils avaient pas l'ouverture de voir que c'est un personnage, qu'est-ce que ça raconte comme histoire, qu'est-ce qu'il essaie de nous présenter comme... Tu vois, ils avaient pas ce recul à leur âge, c'est chaud. Après, Goldust, c'était un peu... dans les années 90, c'était plus borderline par rapport à aujourd'hui. Et moi, Goldust, à cette époque, il me fascinait. En fait, je ne savais pas trop quoi penser, en fait. C'était juste un mec intriguant. Je le trouvais intriguant avec... il est tout en or, sa perruque, voilà, même l'entrée, tout est en or, etc. Un peu à la Timeless Tony Storm en noir et blanc aujourd'hui. Alors que
Non, ça n'a même pas rien à voir, c'est un peu similaire les deux, mais bref, là n'est pas la question. Golden, j'ai commencé à apprécier à partir du moment où il a fait des segments comiques en fait. Des segments comiques avec divers partenaires, lorsqu'il a eu une rivalité avec Ted DiBiase, lorsqu'il était en équipe avec Yoshitatsu, avec d'autres gens, avec R-Truth aussi. Ouais, j'aimais bien. Du coup, j'ai rien de plus à dire, hein. C'était un mec de low card, voilà, qui passait une tête en fonction des programmes. Je t'envie parce que t'étais déjà bien plus curieux que moi. Ensuite, on a parlé de trucs fascinants, mais on va parler d'un autre mec fascinant, mais à sa façon. On va parler de l'homme le plus fort du monde, Mark Henry. Je vais te laisser monopoliser la parole parce que j'en ai déjà trop parlé dans un précédent podcast. Écoute, Mark Henry, moi pendant la génération Catch Attack, j'ai que des flashs de lui. C'est pas un catcheur qu'on voyait souvent. J'ai pas l'impression que c'est un catcheur qui était souvent mis en avant. Si, on le voyait beaucoup quand même. Après, c'était plus en équipe. C'était plus en équipe, je te l'accorde. Voilà, c'est ça. C'était pas pour son physique. Pour son physique, c'était pas un catcheur qui était tout le temps dans le main event ou quoi. Mais on a tous été marqués par ce moment de sa carrière où il a vraiment été propulsé avec le Hall of Fame, son titre mondial et tout. Ses différentes rivalités. Il a eu aussi ce gros spot qui m'a marqué avec le Big Show. Ouais, je vois le spot. Et impressionnant. Bonne musique d'entrée. Vraiment, pendant le Hall of Fame, c'était vraiment quelqu'un. Ah oui, clairement, c'était son prime. C'était vraiment quelqu'un. Et catcheur upper mid-card, j'ai envie de dire. Ouais. Quand même, parce que quand il était mis face à un catcheur mid-card, généralement c'était pour lui casser la gueule. Ouais. Généralement c'était pour le dominer. Donc je le voyais vraiment comme ce mec qui est juste en dessous des John Cena et tout, en termes de puissance, en termes de force, parce qu'il était impressionnant. Et je l'aimais bien pendant cette période. Ouais, je suis d'accord, pareil pour moi aussi, hein. J'ai bien aimé, après je l'ai pas vécu, mais sa fausse retraite aussi, dans son programme contre John Cena, c'était quelque chose aussi. Ouais. Tellement que ça a inspiré, ça a été source d'inspiration plus tard avec AJ Styles contre Cody Rhodes. Avant-dernier nom, pour de vrai cette fois, The Hurricane. The Hurricane, moi pendant ma période, c'était déjà plus ça, hein. The Hurricane, moi, ce que je me souviens, c'est surtout l'époque fin des années 2000, surtout, hein. Ouais. Mais sinon, période Catch Attack, pas de souvenir de lui. Après, période Catch Attack, il était plus à la ECW, hein. Et Oui, pas moi. Hurricane, par contre, j'aimais beaucoup, en tout cas, ça c'est avec le recul, lorsqu'il était plus présent en mode super-héros nul à la con, quoi. Mais à la ECW, quand j'ai découvert, The Hurricane, c'était Batman, si tu veux. Parce que, en fait, quand on a parlé de Paul Burchill tout à l'heure, il était en programme avec Paul Burchill. Le mec, Gregory Helms, le mec derrière le masque, il était intervieweur. Mais ensuite, il mettait le masque pour être The Hurricane. Et voilà, on voulait prouver que c'était lui le Hurricane en mode, c'est toi Batman. Bon, voilà. Donc, c'est trop marrant. J'aurais trop kiffé voir. Donc, c'était en fait vraiment le personnage se prenait plus au sérieux pendant cette période-là. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Après, la ECW était sur la fin aussi, donc je sais pas s'ils avaient des plans pour lui sur le roster principal, j'en doute. Ou bien il aurait continué à faire ses trucs un peu quand on le voit dans le Royal Rumble, il passe une tête, il chope par la gorge et des mecs plus balèzes que lui il essaie de les soulever, il se fait dégager, quoi. J'imagine que c'est ce qu'on aurait fait avec lui s'il était dans le main roster. Ouais, peut-être bien, hein, mais moi, en tout cas, cette période-là, c'était, je l'ai pas du tout vu. Comme je te l'ai dit déjà, je regardais pas la ECW. Allez, dernier nom, pour de vrai.
Du coup, je te laisse conclure avec Ted DiBiase Junior. Ted DiBiase Junior. Alors, bon, on a tous commencé vraiment à le connaître. Après, je sais qu'il avait déjà commencé un petit peu avant, mais moi, j'ai commencé vraiment à le connaître du coup quand il a rejoint la Legacy. Ouais, la Legacy. Et c'était bien. Ça a duré quelques mois, c'était très bien. Après, il y a eu, je crois, ce triple threat à WrestleMania. Ouais. Randy Orton a gagné. Ouais. Et après, Ted DiBiase, c'était Osef, moi. Après ça, c'était... moi, j'étais vraiment en mode... m'en fous, quoi. Encore Cody, oui. Cody derrière... voilà, il a fait des trucs, il y a eu le dashing Cody Rhodes, il y a eu le Cody Rhodes à moustache, il y a eu le Dusty Rhodes, il y a eu le Stardust. Stardust Rhodes. Il y a eu tous ces trucs-là. Mais Ted DiBiase, il y a eu quoi? Rien. Rien. Il a juste sorti la vieille ceinture de son père, mais c'est tout. C'est tout, mais c'était ringard en plus, donc... Ouais, non, j'ai pas envie de dire que j'ai même pas envie de dire que c'était un catcheur mid-card parce que je l'ai même pas vu dans des grosses rivalités de l'époque de la mid-card. Donc c'est vraiment zéro, c'est vraiment uniquement la période Legacy, pour moi en tout cas. Non, mais Ted DiBiase, même pour moi, franchement, c'est Osef Max, hein. Ça, dans le trio de Legacy, franchement, c'est le mec qui m'a intéressé le moins. Mais par rapport à la gueule qu'il avait, j'imaginais que c'était le mec qui allait être mis en avant à la place de Cody Rhodes. Et pour Rhodes serait perdu dans les limbes. Mais au final, j'ai juste eu la confirmation que Cody Rhodes était le plus talentueux, même si je le pensais déjà avant. Donc, Ted DiBiase, y a rien à dire, quoi. Juste force à lui pour son séjour en prison, hein, écoute. Ouais, il a eu des histoires après, oh là là. Mais bon, on va pas en parler. C'est ainsi que se termine la revue de la mid-card de la génération Catch Attack. Bon, il reste encore plein de noms, mais bon, on va s'arrêter là. Du coup, ce fut un plaisir et ça me fait plaisir également que tu aies kiffé ce concept, Pépé Foot. Ah, c'était plaisant. C'est toujours bien de se retrouver pendant 1 heure et demie pour parler de catch. Ouais. Bon, voilà, de base ça devait être 1 heure seulement, mais vraiment la passion a fait que bon, il y a eu un overtime, voilà. Du coup, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et j'espère que vous avez kiffé également. Du coup, je vous invite à liker, à partager et à commenter également, dire ce que vous avez pensé des différents catcheurs qu'on a cités justement. Et si ça pourrait être des idées de podcast, histoire qu'on revienne plus en détail sur eux. Et je remercie également les Couloirs du Catch, une chaîne de podcast récent justement. Je vous invite également à vous abonner à leur chaîne, c'est eux qui m'ont inspiré pour ce concept justement. Et du coup, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Avant l'attendeur, salut!